va passer à notre thème numéro 2, notre panel numéro 2. Là, on va peut-être aborder un peu le côté sombre de l'environnement international. Certains les considèrent comme du protectionnisme déguisé, d'autres des armes de guerre commerciales, d'autres encore des tendances de fond liées à des demandes sociétales. C'est le sujet de la compliance, de la conformité, qui est devenue une préoccupation majeure des entreprises, qui se développe à l'international. Alors les règles sont multiples et variées, elles ont toutes des impacts sur la vie des entreprises, lutte contre la corruption, normes éthiques, normes environnementales, embargo, RSE. Pas une semaine ne se passe sans qu'une conférence, un séminaire, un atelier ne traite de ces sujets en France. Alors, ces contraintes réglementaires nouvelles compliquent grandement la vie des exportateurs, ils ont du mal à s'y retrouver, mais elles sont là, et en fait, aujourd'hui, vraiment, il ne s'agit plus de se poser la question de savoir pourquoi, comment, etc. Il faut vraiment faire avec. On fait le point avec 3 experts à cet égard. Fabien Buller, qui est président d'Evexport. Fabien, montez par les escaliers là-bas, voilà. Alexandre Cuvelier, qui est président d'Archilog. Et enfin, Thomas Perratonnerre, directeur marketing de Bureau Van Dijk, du groupe Moody's aujourd'hui. Alors Fabien, vous êtes à la tête d'une société que vous avez fondée, de société de commerce international, et vous êtes justement un spécialiste des pays un peu compliqués, par exemple Cuba, par exemple l'Algérie, par exemple des pays émergents qui n'ont pas toujours qui ont parfois des problèmes de devises ou qui sont parfois sous sanctions. Et moi, j'aimerais comprendre un peu, je vous ai demandé de venir un peu pour nous poser le cadre, pour qu'on s'y retrouve. Parce que ça va dans tous les sens, entre la lutte contre la corruption, entre les sanctions internationales, les embargos, on n'y comprend plus rien. J'aimerais que vous nous rappeliez un peu qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à avant, où on avait déjà quand même un certain nombre de réglementations contraignantes, selon les stratégies diplomatiques. Quel est le cadre aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé tant que ça dans l'environnement du commerce international? Bonjour. Oui, je vais vous parler un petit peu du musée des horreurs comparé aux bisounours qui ressortent des statistiques optimistes. Oui, je travaille actuellement beaucoup sur Cuba, enfin, ma société travaille beaucoup sur Cuba. Avant, nous avions beaucoup travaillé sur l'Afrique, l'ensemble de l'Afrique subsaharienne et beaucoup sur l'Algérie. Précisément, nous nous sommes retrouvés à Cuba en 1988 parce que ça correspondait à un effondrement financier des pays africains. La COFAS avait retiré pratiquement ses garanties de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne et de la montée en puissance d'un risque de guerre civile en Algérie qui est arrivé 2 ans auparavant, 2 ans plus tard. Et donc là-dessus, Cuba avait besoin, devant le risque de retrait de l'Union soviétique, de disparition ensuite, on l'a su, d'avoir des partenariats français. Et donc, nous travaillons beaucoup dans l'aspect industriel, approvisionnement industriel, équipement, infrastructure, pièces de rechange, consommables industriels, etc. Là où c'est le marché, là où c'est actuellement le pavillon des horreurs, c'est que nous avons une situation aujourd'hui, à cause des sanctions, sur lesquelles je vais venir tout de suite, qui est, nous avons des contrats, nous avons des fournisseurs, nous avons des garanties, BPI France en particulier, dans le cadre de l'accord intergouvernemental franco-cubain, mais nous n'avons plus de banque. Nous avions une banque canadienne, les banques françaises ont abandonné le terrain depuis longtemps. Nous avions, sous les sanctions américaines uniquement, nous avions une banque canadienne, mais devant la mise en vigueur de la loi Helms-Burton, étant donné qu'elle est protégée par la loi de blocage canadienne au cas où elle finance des exportations canadiennes, mais pas par la loi de blocage européenne, si elle finance des exportations européennes, nous nous trouvons bloqués sur l'ensemble. On parle de 25 millions d'euros, par exemple, de contrats d'équipement, qui sont des contrats signés en vigueur et d'un seul coup privés de financement. Bon. L'origine de ça, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'Organisation des Nations Unies, 24 octobre 1945 exactement,
ça a ouvert la voie à une période d'un demi-siècle à peu près, dans lequel les sanctions, disons, l'affirmation de la maîtrise de chaque pays sur ses lois était le principe de base, et les sanctions internationales éventuelles étaient prises au niveau de l'Organisation des Nations Unies, en Assemblée Générale et au Conseil de sécurité, donc droit de veto de 4 grandes puissances, ultérieurement une 5e quand la Chine est entrée, et donc c'était la loi internationale. Aujourd'hui, les Nations Unies sont ramenées à quantité négligeable, le droit américain s'octroyant l'apanage de gérer la conformité des relations. Quand on dit conformité, c'est la conformité au droit américain. Dans les documents, les banques mettent souvent sous les sanctions de l'ONU, les sanctions européennes, etc. Mais dans la pratique, ce sont uniquement les sanctions américaines qui sont en cause. Donc, depuis cette période-là, les principes de l'ONU sont complètement bafoués. Un pays prend des sanctions et il décide qu'en fonction d'un rapport avec son pays, alors on a tracé différents types de rapports, l'utilisation du dollar, les US personnes, les ceci, les cela, ça va très très loin quelquefois. Un exemple, une société française qui vendait des produits fabriqués, qui vendait dans les Émirats Arabes Unis des produits fabriqués en Inde, s'est retrouvé sanctionné avec ses avoirs bloqués parce que le bateau qui transportait les produits a fait escale dans un port iranien. Et donc il y avait des produits facturés en dollars qui allaient aux Émirats Arabes Unis, aucune sanction, etc. Mais une escale, eh bien, ça a suffi pour dire on bloque le paiement et on retient les dollars en question. Donc on a des exemples qui sont abracadabrantes, qu'aurait dit un ancien président. Par exemple, est-ce que vous imaginez comment on gère les frettes lorsque il faut trouver des containers OFAC pour faire une cargaison? Qu'est-ce que c'est que des containers OFAC? Ce sont des containers métalliques, hein, comme les autres. Mais simplement la différence, c'est qu'ils n'ont pas escalé pendant les 6 mois précédents sur le territoire américain. Parce que la loi américaine interdit qu'un bateau, et donc un container, c'est un accessoire du bateau, puisse aller à Cuba en ayant été aux États-Unis, ou qu'il aille aux États-Unis après, plus exactement, être passé à Cuba. Et donc, si vous avez une quantité de marchandises à envoyer d'Anvers jusqu'à la Havane, eh ben, il faut obtenir des transitaires qui vous trouvent des containers OFAC. Et ce n'est pas forcément tout à fait facile, et ça ne permet pas de donc gérer les frettes avec ça. Voilà les transactions. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est passé d'un monde après-guerre où c'était l'ONU qui édictait des sanctions, à un monde où aujourd'hui, parce que bon, vous avez cité les États-Unis, on va y consacrer un petit point, mais il y a aussi l'Union européenne qui fait des sanctions. Maintenant, c'est des entités bilatérales qui édictent des sanctions. Il y a un autre point, moi, qui me frappe énormément, c'est que des pays sont sanctionnés, mais aussi des entités, donc des entreprises ou des structures et des personnes. Ça devient vraiment très, très compliqué. Oui, c'était extrêmement compliqué. On trouve d'un seul coup, alors on est sur un projet, par exemple, en Guinée, avec une entité qui est numéro 1 mondial de l'aluminium, et d'un seul coup, fermeture de toutes les écoutilles. Le président est un oligarque russe et il se retrouve sur une liste OFAC, et donc par conséquent, etc. Bon. Ce sont des problèmes qui peuvent se régler par un petit tour de passe-passe en bourse et des choses de ce genre, mais le résultat, c'est quand vous perdez 3 mois ou 4 mois sur la négociation d'une opération, elle est finie, les conditions ont changé, la signature qui était à portée de main a disparu, etc. Donc on est vraiment dans une situation qui est extrêmement difficile, je vous dis, pour la négociation. Et les sanctions, il doit y avoir au total, je crois, plus de 80 pays sous sanctions, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on parle des quelques grands pays, on connaît l'Iran bien entendu, sur lesquels même
même la France a reculé, elle avait travaillé, nous avions dans les commissions internationales du MEDEF travaillé sur des projets de faire un système de compensation qui permettrait, avec les exportations pétrolières, de continuer des exportations, etc. Ça ne s'est pas mis en place. Parce que pour ça, il faut avoir une volonté politique de ne pas se plier. Et comme on a en face de nous un interlocuteur au comportement totalement irrationnel, c'est très difficile, je le conçois, pour les autorités politiques, sur des aspects qui peuvent paraître de détail, maintenir une position de fermeté, alors que ça risque d'être l'objet d'un incident majeur. Hein, donc c'est voilà. Alors Fabien, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes pour bien comprendre de quoi on parle, parce qu'avec les États-Unis, c'est particulier. Il y a l'extraterritorialité des lois américaines. La loi française, par exemple, ne s'applique qu'aux entreprises qui sont installées en France. Une grosse différence. Et surtout, oui. Elle s'applique aux sociétés sur le territoire français, donc des sociétés étrangères, de fait. Oui, d'accord. Mais il faut vraiment qu'elles aient un ancrage territorial. Mais on y reviendra. Voilà, une société américaine sur le territoire français peut être tout à fait investiguée. D'accord. Je voulais juste, pour qu'on comprenne bien, parce que vous parlez des embargos. Il y a les embargos, et il y a aussi la lutte anticorruption qui est complètement extraterritoriale avec les Américains. Et j'aimerais bien qu'on comprenne mieux à quoi on a affaire. Parce que contrairement à l'Union européenne, ça va un peu dans tous les sens et c'est très agressif de la part des Américains. Juste pour qu'on... Oui, la lutte anticorruption, tout dépend beaucoup des objectifs qui sont recherchés. Vous avez l'exemple très connu d'Alstom, hein, où M. Pierucci s'est retrouvé pour des faits qui ne se sont pas déroulés sur le territoire américain, qui ne concernaient en rien les États-Unis, si ce n'est que les États-Unis avaient une société en concurrence avec Alstom sur le marché concerné. Et à partir de là, il s'est retrouvé prisonnier, soumis à un chantage. On parle beaucoup de Carlos Ghosn et des conditions de pression qui sont exercées sur lui pour l'obliger à avouer, mais c'était exactement la même chose aux États-Unis avec Pierucci. Et donc la législation qui en soi est une bonne chose, hein, anticorruption, je ne dis pas du tout le contraire, et dans ce sens, les pratiques commerciales ont beaucoup évolué. Il y a 30 ans, quand je présentais un dossier à la COFAS dans lequel je n'avais pas rempli la case de versement de commission à l'étranger, on me rappelait pour dire vous avez oublié de remplir une case, hein, et quand je disais non, mais il n'y a pas de commission à verser, ah bon, comme c'est bizarre. Bon, je me réfère en 1978 à une discussion réelle. Aujourd'hui, ça a beaucoup échangé et c'est bien, mais cette législation anticorruption, elle est très souvent utilisée à des fins partisanes, commerciales et donc à une guerre commerciale. L'exemple Alstom en est un exemple tout à fait parfait à cet égard. D'accord. Vous vouliez dire un petit mot tout de suite ? Très concrètement, le FCPA américain est une loi de 1978. Pourtant, les premières condamnations datent des années 2000. Donc pendant à peu près 30 ans, 35 ans, cette loi n'a jamais été appliquée, ou dans une très faible mesure. Et il a fallu attendre Obama pour revoir cette règle surgir et appliquer. Et on n'a qu'à voir aussi l'état des condamnations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, parmi les plus grands condamnés, figurent les entreprises européennes. Dans le top 10. C'est les deux tiers. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui, le FCPA, qui est une vieille loi finalement, hein, mais qui ne connaît une application très récente, est une loi commerciale, de guerre économique, tout simplement. Ok, Alexandre Cuvelier, la mise en conformité par rapport aux réglementations de toutes sortes qui pèsent sur les entreprises, sur toute leur chaîne logistique à l'international, c'est votre métier, c'est votre spécialité. Très concrètement, quel est l'impact de cet écheveau de contraintes sur les entreprises exportatrices, dans leurs obligations, dans leur activité quotidienne ? Alors c'est bien que vous demandez très concrètement, parce que nous, on a vraiment les mains dans le capot avec nos clients. On ne fabrique pas les réglementations, mais on s'arrange pour qu'ils puissent répondre aux exigences des réglementations. Je donnerai, ou j'essaierai de donner quelques ingrédients d'une notion anglo-saxonne qu'on appelle la compliance. Vous le savez sans doute, mais c'est de la douane, c'est de l'export contrôle, c'est de la lutte contre le terrorisme
et c'est de la lutte contre la corruption. Et puis, si on voulait être complet, on pourrait y rajouter une dimension également environnementale et éthique. Donc, c'est énormément de choses, c'est beaucoup d'expertise, et c'est beaucoup de domaines qui sont très, très variés. La question et le domaine sur lequel nous, on travaille, c'est d'un point de vue logistique, pour l'entreprise, comment j'adapte le mieux possible mon schéma logistique à l'environnement instable dans lequel je vis. Je vous rappelle un terme qui est également un terme anglo-saxon, je m'en excuse, mais qui est le terme qui dit qu'on vit dans un environnement dit VUCA. Je crois que certains d'entre vous connaissent bien ça. Ça nous vient des forces spéciales américaines. Traduit en français, ça veut dire que notre environnement, il est aujourd'hui volatile, incertain, complexe et ambigu. Ça vous donne la dimension dans laquelle on travaille aujourd'hui au niveau international. La conséquence de toutes ces contraintes, Christine, comme vous le demandiez, c'est une lourdeur liée à un environnement réglementaire de plus en plus pesant qui se met en place et une incapacité totale ou partielle de certaines entreprises à pouvoir suivre cette réglementation. Dans le même temps qu'on dit que le commerce mondial doit être de plus en plus fluide, on crée un environnement réglementaire et sécuritaire, donc c'est pas forcément mal, mais qui est complexe et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de décoder pour que ça soit beaucoup plus concret pour les gens. On parlait depuis tout à l'heure des sanctions internationales, on parle de pays. Aujourd'hui, si vous allez sur la liste de la DG Trésor, vous avez 28 pays. Donc effectivement, c'est pas neutre, mais je rappellerai simplement que si on a un focus produit, ce qui est plutôt notre cas, il y a plus de 5000 produits qui sont aujourd'hui concernés par des sanctions, des embargos, des contrôles, et ainsi de suite. Donc on est dans un environnement qui est complexe. Justement, est-ce qu'on peut, parce que c'est quand même très... à visualiser, c'est très complexe. Est-ce qu'il y a une typologie des sanctions? Est-ce qu'on peut y voir plus clair pour avoir une idée claire de quoi on parle? Parce qu'effectivement, on a vu qu'il y a différents niveaux, différents pays, et donc c'est différents motifs aussi. Est-ce qu'on peut faire une typologie Alors, il y a différents types de sanctions qui existent aujourd'hui. On pourrait en dénombrer 5 principales. Je ne prétends pas donner l'exhaustivité, mais 5 principales. Il y a ce qu'on appelle les gels d'avoir sur des personnes physiques ou morales. Donc vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Ce sont donc des individus ou des sociétés. Il y a des embargos sectoriels, donc certains secteurs d'activité ou certains sous-secteurs d'activité. Il y a des embargos militaires. Il y a des embargos liés à des équipements de répression interne. Donc pour nous, c'est nos fameux équipements anti-émeutes. On est un peu spécialisé en France là-dessus, vous le savez, on en a entendu parler assez récemment. Et puis vous avez également des interdictions pures et simples de pays. D'un point de vue pratique, on a aujourd'hui, ou je conseillerais aujourd'hui d'avoir deux démarches assez simples. La première, c'est d'aller sur le site des douanes, qui offre une carte interactive par pays qui est très bien faite, qui est sans doute incomplète, mais qui est très bien faite, qui donne une première vue du pays sur lequel j'envisage d'exporter ou de commercer. Et puis un deuxième site ou une deuxième source d'information qui serait la Direction générale du Trésor, qui elle va présenter une liste de pays avec les cinq principales sanctions que je viens d'énoncer. Vous m'aviez juste demandé d'être concret, donc je voudrais donner un exemple concret de sanctions commerciales qui peuvent s'avérer extrêmement contre-productives. On a réalisé pour un client, qui est une société américaine, une étude d'impact en prévision de sanctions commerciales que les États-Unis envisageaient de mettre en place contre le Mexique. Cette société donc américaine fait fabriquer ses produits au Mexique et les distribue sur le territoire américain. Dans le même temps, s'agissant d'une multinationale, elle a un site de production dans l'UE, chez nous, en Pologne, et de ce site, elle distribue ses produits sur les différents pays de l'UE. Dans l'étude d'impact, la solution qui était envisagée et qui était prévue, c'était de dire finalement, ce que le Mexique fabrique, il va l'expédier dans l'Union européenne, et ce que la Pologne fabrique, elle va l'expédier aux États-Unis,
Comme ça nous permettra d'éviter les sanctions. Au-delà de l'aberration en termes de coûts de transport, de mise à disponibilité du produit, d'adaptabilité du produit et de la partie environnementale, c'est absolument destructeur et contre-productif, puisque dans l'étude d'impact qu'on a réalisée, cette société s'est rendue compte que les surcoûts engendrés ne pourraient jamais être répercutés sur le consommateur, qui refuserait de payer, que donc ça se traduirait par un tassement des marges, et comme vous le savez, tout tassement des marges, à un moment ou à un autre, va impacter le social et le marché de l'emploi. Bon, tout ça, ça ne s'est pas réalisé, puisque, comme vous le savez, les sanctions n'ont pas été mises en place. Mais voilà, on est sur un marché, on l'a dit tout à l'heure, qui est complexe, qui est ambigu, et dont il faut bien mesurer la mesure. Alors justement, Thomas, on a parlé tout à l'heure, on a évoqué le fait que ce qui avait changé aussi, c'est plus des pays, c'est aussi des entités, donc des entreprises ou des structures bien particulières. Ce sont des personnes. Et ça, c'est un sacré enjeu en matière de... Parce qu'en fait, en fin de compte, ce qui compte, c'est le destinataire final. Si vous voulez pas être... Oui, alors, tout à fait. Aujourd'hui, sur la liste de sanctions, on retrouve des personnes physiques comme des personnes morales. Il y a les fameux SDN américains, par exemple, qui sont mis à jour tous les ans d'ailleurs, qui sont gratuits. SDN pour... Je ne me rappelle plus exactement du terme, mais c'est des personnes avec qui il ne faut pas travailler, en tout cas. D'accord, ok. Sanction Name, Sanction Denominated Persons. Ouais, c'est ça. Bref, donc ils sont mis à jour tous les ans, et c'est là qu'on trouve par exemple de nombreux oligarches russes, avec des règles différentes partout dans le monde. C'est-à-dire que chaque pays peut très bien avoir une sorte de SDN, mais par exemple, on vous interdit de travailler avec des personnes qui détiennent des sociétés à plus de 10% ou plus de 25%. Donc les sociétés doivent aussi doivent pouvoir s'adapter à l'ensemble de ces normes, qui vont à peu près tous dans le même sens. Oui, les règles vont dans le même sens, c'est sûr, c'est marqué dans le dur. Mais avec différents petits détails auxquels il faut s'adapter. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est un enjeu énorme pour les sociétés. Une société ne peut pas dire « j'ai une politique globale anticorruption », par exemple. C'est impossible, puisqu'il y a autant de règles que finalement de lois ou de réglementations internationales. La spécificité aussi de ces personnes, c'est qu'une fois qu'elles se savent sur des listes internationales, alors personnes physiques comme personnes morales, elles se cachent. Elles se cachent comment ? À travers des montages financiers la plupart du temps, des montages liés à des participations qui se croisent, etc. Et que finalement, quand vous travaillez avec une société, vous demandez les documents officiels, quand ils existent, des fois il n'y a même pas de documents officiels, hélas, et ces personnes sont totalement invisibles. Et tout l'enjeu, c'est finalement découvrir qui est le bénéficiaire effectif, et ça c'est un terme juridique qu'on retrouve dans l'ensemble des règlements internationaux aujourd'hui, qui est le bénéficiaire effectif réel de la société. Et pour aujourd'hui, toutes les personnes qui vont travailler à l'international, c'est un enjeu considérable de pouvoir trouver cette personne. Considérable, pourquoi ? Parce qu'elle se cache. Alors il y a bien des registres de bénéficiaires effectifs officiels, il y en a en France, il y en a en Angleterre, mais encore une fois, je crois qu'en France, le fait de ne pas s'enregistrer comme bénéficiaire effectif, ça coûte 5 000 €. Pour un système mafieux, c'est totalement ridicule. Qui brasse des millions et des millions, 5 000 €, vous imaginez que c'est absolument pas dissuasif. Voilà. Sachant qu'en plus, dans le registre des bénéficiaires effectifs, il n'y a que des dirigeants français. C'est-à-dire qu'on échappe totalement aux dirigeants internationaux. Voilà. Vous m'aviez promis 2 cas, enfin au moins un cas concret, parce que c'est de sacrés enjeux pour des métiers comme le vôtre, qui est la formation d'entreprise et les bases de données, parce qu'aujourd'hui, vous devez avoir une profondeur internationale et aller très très loin dans qui contrôle quoi, dans quel trust, dans quel... Alors tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part l'information, on va dire c'est le poids de l'information, mais d'autre part la capacité à analyser les mouvements capitalistiques et à les reconstruire. Alors c'est une première chose très importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on a développé des logarithmes capables de retracer l'actionnariat. Pour ceux qui le savent et qui font un peu d'ingénierie financière, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les participations croisées, c'est-à-dire où c'est des systèmes où les sociétés s'autodétiennent. Typiquement, ce cas-là, c'est la providence pour cacher le propriétaire réel de la société. Il faut savoir que c'est tellement providentiel à cacher les personnes réelles et à financer des systèmes mafieux ou terroristes que des pays comme l'Italie, mais aussi des pays du Nord, interdisent ce genre
de montage financier au-delà de 25%. Donc une société ne peut pas s'autodétenir à plus de 25%. Voilà, et donc tout notre métier à nous, au Bureau Vendac, très concrètement, c'est de mettre les bonnes informations et aussi de créer des logarithmes, des modèles, pour connaître en vérité qui sont réellement le dernier propriétaire ou le bénéficiaire effectif de la société. Moi, je me rappelle de 2 cas très réels, un client qui a été voir sur des listes de sanctions, a été voir sur des sites publics, etc., et qui ne trouvait pas trop d'informations sur un partenaire potentiel au Moyen-Orient. Bon, il s'est avéré que finalement, cette société, à travers à peu près une dizaine de structures, une nébulaire donc d'une dizaine de structures, était une structure qui appartenait à l'État islamique. Voilà. Alors ça, c'est un exemple qui est très important, parce que là, alors c'est pas Lafarge, hélas, mais c'est ce qui s'est passé avec Lafarge. Il faut savoir que Lafarge, aujourd'hui, n'est pas accusé d'avoir travaillé avec l'État islamique. Lafarge est accusé d'avoir travaillé avec des sociétés qui finançaient l'État islamique, ce qui est totalement différent. Ouais. Et aussi, un autre exemple, alors là, on rentre plus dans la profondeur ensuite juridique, puisque c'était une société de construction française qui voulait répondre à un marché pour la construction de villas. Après analyse du dossier, ils se sont aperçus que le donneur d'ordre avait un lien important avec la mafia italienne. Mais là, encore une fois, là, on n'est pas dans l'illégalité. Il n'y avait pas de liste de sanctions. Ensuite, c'est au bon vouloir de la société. Est-ce que j'accepte le fait de travailler avec une société qui elle-même a des liens importants avec la mafia, ou est-ce que je n'accepte pas de travailler? Mais là, en tout cas, il n'y a pas de. En tout cas, la loi Sapin 2 ne vous interdit pas de travailler avec ce type de personnes. Elle vous dit simplement, si vous travaillez, il faut mettre des règles en place, des règles spécifiques, des processus spécifiques de contrôle, tout simplement. En l'espèce, notre client finalement a refusé de s'engager dans cette commande. Mais il aurait eu le droit, en tout cas, de l'accepter. D'accord. Alors, il y avait un dernier souci que moi, qui m'a beaucoup frappé aussi en préparant ce panel, c'est une des conséquences pour les entreprises exportatrices ou importatrices d'ailleurs, elle est indirecte, c'est-à-dire que les banques sont devenues extrêmement frileuses dans la compliance. C'est-à-dire qu'on dit même parfois que dans les banques, on avait une bancaire tout à l'heure, mais ce sont un peu les services juridiques qui ont pris un peu le pouvoir. Alors, ce qui est surtout rigolo, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a pas aujourd'hui une banque au monde qui n'a pas été condamnée. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose de très particulier. Les banques sont de plus en plus frileuses, alors que les plus grandes banques mondiales se sont fait déjà condamner au moins une fois pour des faits de corruption, ouais, de pas respect d'embargo, etc. Et Fabien a des choses très intéressantes à nous dire sur l'over-compliance des banques. Oui, il faut savoir d'où vient cette chose-là. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en même temps que l'ONU était faite, les États-Unis ont fait le plan Marshall, c'est bien connu, c'était intéressant mais limité. Ils ont fait surtout une deuxième chose pour l'Europe occidentale, pour permettre le développement, c'est d'autoriser les banques de certains pays d'Europe, leurs alliés, d'émettre du dollar sans reporter à la Fed. C'est-à-dire, c'était donc une monnaie non américaine en quelque sorte, mais qui avait la valeur, la stabilité de la monnaie américaine, qui en plus à l'époque était adossée à l'étalon or, 35 $ l'once. Et donc, sur cette monnaie très abondante, émise sans limite, quand vous vouliez exporter du blé en Égypte dans les années 50, vous alliez voir votre banquier, vous disiez « Ah non, un prêt en francs, je ne peux pas vous le faire parce que je suis encadré et c'est déjà utilisé, j'ai déjà dépassé mes quotas, etc. Par contre, si vous voulez du dollar, pas de problème, pas de limite. Je peux vous faire ce que vous voulez. » Et donc les banques créaient du dollar et détruisaient le dollar quand le prêt était remboursé, sans aucun rapport avec les États-Unis, donc sans appliquer la loi américaine. Les Américains ont ont annulé cette autorisation en 2000 à la suite du risque de basculement du dollar venu de Hong Kong avec la spéculation alimentée par l'euro-dollar et de la nette économie, de l'éclatement de la bulle boursière de la nette économie alimentée par l'euro-dollar. Et donc ils ont dit, bon c'est plus possible, maintenant pour faire du dollar, il faut passer par New York ou par une banque américaine, etc. Ce que les banquiers ont pris pour une manœuvre technique de sécurisation du dollar, en réalité couvrait une offensive politique qui était de dire, à partir de maintenant, tous ceux qui utilisent le dollar doivent respecter les lois américaines.
C'est ce que les banquiers n'ont pas compris dans tout un premier temps. Et quand BNP Paribas a été rappelé à l'ordre en 2007 sur des transactions avec l'Iran en particulier, à travers sa filiale UEB, eh bien, ils ont camouflé les opérations en se disant bon, c'est pas grave, c'est une manœuvre technique, on fait une contre-manœuvre technique, on appelle les choses autrement. Et là, ça a été très 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 fort et très dangereux. Or, la compliance à proprement parler, il est possible de la respecter, de s'y conformer. Je vous donne un exemple. Nous avons été partenaires de BNP Paribas pendant longtemps. C'était devenu notre banque principale quand il y a eu la fusion de BNP et de Paribas, qui étaient nos deux banquiers. Et nous les avons accompagnés dans la restructuration, dans la négociation de la restructuration des prêts court terme cubains en 2007 et qui ont été signés en 2008. Et ils nous ont promis qu'on aurait tout ce qu'on voulait après comme financement, etc. Bon. D'un seul coup, ils nous appellent en nous disant « Ah, on va avoir un ennui là parce qu'on va avoir une grosse amende, peut-être même $1 milliard, vous vous rendez compte, on parle de ça, ça a été 9 milliards en définitive. Et ils nous ont précisé tous vos dossiers des 10 dernières années ont été passés au scanner par les inspecteurs de l'OFAC, aucun n'a été flagué. Donc tous nos dossiers, il y avait rien qui tombait sous les coups de la législation américaine. Mais, ont-ils dit, vous comprenez bien qu'à partir de maintenant, puisqu'on a été sanctionné, on ne veut plus de vous. Et donc, dans 3 mois, il faut fermer votre compte. Bon, ça a duré 2 ans parce qu'il y avait des affaires en cours, etc. Mais enfin, la réalité, c'est ça. Et donc, l'overcompliance, maintenant, elle s'est répandue à toutes les banques parce que toutes les banques ont été d'une manière ou d'une autre sanctionnées. Et on vous invente une filiation quelconque, une relation quelconque, on le fantasme éventuellement. J'ai eu des exemples qui sont extravagants. Une banque, vous m'excuserez de ne pas donner son nom, mais c'est une histoire réelle, d'un seul coup rejette un paiement reçu en euros qui venait régler une livraison de matières premières industrielles à Cuba. Motif, contournement d'embargo. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Quel est le contournement d'embargo? Non, mais c'est une décision de la compliance, maintenant vous comprenez que, etc. Bon, on n'a pas accès à ces gens-là pour parler avec eux. Alors, on a fini par leur dire, mais attendez, c'est un peu embêtant parce que ça, c'est financé par un fonds international qui a pris en charge des investissements à Cuba, etc., et qui paye la matière première que nous livrons d'un fournisseur européen, sans US personne, etc. Donc on est tout à fait conforme. Mais ce qui est encore plus gênant pour vous, c'est que vous avez financé plusieurs millions de la même opération sous des garanties d'assurance crédit et comment vous allez pouvoir vous faire rembourser des financements que vous avez faits si vous venez de dire que la même opération, donc ça a été un peu panique à bord, ils n'ont pas su comment. C'était tellement filandreux parce que les gens de la compliance étaient complètement bloqués sur une doctrine « Ah, Cuba, ça fait peur », etc. Je vous dis, le musée des horreurs. Hein. Et donc, finalement, il a fallu qu'on fasse appel à la Banque de France pour que le médiateur du crédit, qui normalement ne s'occupe pas de ce genre de choses, mais que le médiateur du crédit dise à la banque qu'il faut sortir de cette situation ubuesque où vous allez vous-même devoir faire un cadeau de plusieurs millions à cette entreprise si vous n'acceptez pas d'encaisser les fonds qui viennent rembourser les crédits que vous avez faits. Hein, et donc, ils ont fini par dire, bon, bah, d'accord, alors on prendra plus de nouveaux dossiers, on fermera vos comptes, mais on accepte de terminer tous les dossiers qui sont en cours. Donc, vous voyez, c'est l'overcompliance. Et l'overcompliance aujourd'hui, c'est exactement celle qui fait qu'avec toutes les garanties BPI France qu'on a sur des contrats industriels de PME françaises, nous travaillons avec une centaine de PME françaises sur un pays comme Cuba, en dehors de tout ce qu'on fait avec la Chine, avec le Maroc, on travaille beaucoup sur le Maroc actuellement, avec plusieurs pays d'Afrique. On a plus de 100 PME françaises derrière nous. Et puis là, on a des garanties BPI France et on n'a aucune banque qui veut financer derrière. Donc ça limite quand même beaucoup. Hein. D'accord. Alors pour terminer sur une note positive, malheureusement le temps tourne. Oui, justement. Alors on termine sur une note positive. J'aimerais quand même... Bon, tout ça, ça se gère. Il faut vivre avec. De toute façon, les entreprises n'ont pas trop le choix. J'aimerais savoir quelles sont vos recommandations aux uns et aux autres pour
vivre avec, justement. Alexandre. Alors, la compliance, c'est la bon dos. Hein. Donc, et quand elle a bon dos, ça devient de l'over-compliance, effectivement. Il y a une tendance que nous, on voit, qu'on n'aime pas du tout, dont la PME aujourd'hui est victime, c'est le transfert de certains grands groupes industriels, de leurs achats, vers la PME. C'est-à-dire que c'est le principe un peu de la patate chaude. La réglementation est compliquée. J'ai pas forcément envie de risquer de me salir ou de risquer d'être en écart par rapport à ça. Donc je vais demander à mes sous-traitants, à mes prestataires, à mes fournisseurs de s'en occuper. Ce faisant, je transfère le risque, notamment douanier, sur l'entreprise qui devient importateur ou exportateur pour le compte d'un tiers. Ça, c'est une mauvaise tendance et c'est une recommandation qu'on pourrait adresser aux PME, c'est de ne pas tomber dans ce piège-là parce qu'elles sont généralement, de par leur taille, moins bien outillées et moins en capacité de répondre à toutes ces réglementations et à bénéficier de certaines facilités qui sont plus données à des grosses sociétés, qui vont plus avoir des facilités pour rentrer dans les normes. Sinon, le principe général qu'on peut retenir, encore un acronyme américain, je m'en excuse, donc KYC plus KYS égale KYB, donc pour ceux que ça intéresse, Know Your Supplier et Know Your Customer égale You Know Your Business. Donc le principe, c'est de faire un principe de screening, c'est-à-dire que j'essaye de dépister dans les affaires dans lesquelles je travaille, que ce soit en termes de pays ou en termes de produits, les risques que je suis capable d'identifier. Il y a des outils simples, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez également souligné l'importance de ce qu'on appelle le destinataire final, c'est-à-dire quel va être le destinataire final du produit. Est-ce que c'est réellement celui avec qui je suis en train de traiter ? Est-ce que finalement cette affaire, elle semble pas un peu douteuse dans la mesure où il semblerait qu'elle tombe du ciel ? Je ne crois pas trop à ça. Donc en étant un peu vigilant, un peu curieux, on peut déjà se prémunir pas mal. C'est sans doute pas une solution globale, mais on peut déjà se prémunir pas mal. Et puis on peut essayer de transformer, puisque ça s'appelle forum risque et opportunité, on peut essayer de transformer ces réglementations en opportunités si on les maîtrise à minimum. D'accord. Thomas, un mot à ça. Oui, tout à fait. Nous, on le voit aujourd'hui. Une autre définition de la compliance, c'est un coût. La compliance, c'est se mettre en conformité à une règle. Qui dit se mettre en conformité à une règle, dit mettre de l'argent pour être en conformité avec cette règle. Donc nous, aujourd'hui, on le voit, on a plusieurs clients qui veulent dépasser ce coût parce que l'entreprise n'aime pas le coût. Moi, ça, je le comprends parfaitement. Et donc, l'entreprise veut dépasser ce coût simplement en transformant cette contrainte en avantage commercial, en valeur ajoutée pour l'entreprise. En valeur ajoutée comment ? Dans les grands appels d'offres, pouvoir montrer qu'on est tout à fait compliance avec les règles anticorruption et éthique, montrer aussi au niveau du public. Il faut savoir aujourd'hui, très concrètement, au dernier forum économique, une étude a montré que 25% de la valeur d'une société, de sa valorisation financière, vient de son image. Ce qui est encore plus vrai pour les sociétés qui œuvrent dans le B2C, où là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, une destruction d'image est très rapide. Donc finalement, aujourd'hui on s'aperçoit, et là je vais défendre un peu les compliance officers que je connais, mais ce sont plus devenus des business partners que des empêcheurs de tourner rond. Ce sont des personnes qui vont sur le terrain, alors pas tous, j'ai pas dit qu'il y a... Je ne dis pas tous les compliance officers, mais pour les compliance officers à qui on travaille, ce sont des personnes qui vont sur le terrain, qui vont négocier avec les commerciaux, qui vont également voir les banques et qui n'hésitent pas à mouiller la chemise. Ce ne sont pas des personnes qui sont dans une tour d'ivoire et qui ne font que regarder si la procédure correspond, la procédure appliquée correspond à la bonne règle, tout simplement. Et ça marche très concrètement aujourd'hui. Je peux citer une société comme Orange, parce que c'est une personne qui vient régulièrement dans les forums expliquer comment ils font. Et ils le disent à chaque fois, nous on a gagné du business parce qu'on a pu montrer lors des appels d'offres qu'on avait une politique compliance, anti-corruption, anti-blanchiment, anti-financement du terrorisme et éthique très très forte. C'est un grand compte Orange quand même. C'est pas Bien une sûr, PME. c'est un grand compte. C'est pas facile pour les PME quand même. Alors, c'est pas une PME, d'accord, mais vous imaginez que mettre un programme anti-compliance chez une PME, déjà il faut savoir que
Les PME, en principe, ne sont pas touchées, par exemple, par la loi Sapin 2. Il y a quand même un minimum de chiffre d'affaires à faire et ou de personnel. Donc, en principe, la PME, Sapin 2, ils ne connaissent pas, ils n'en ont pas besoin. Donc, voilà. Et la multiplication des difficultés à promouvoir un programme de compliance dans un groupe comme Orange par rapport à une PME, ce n'est pas la même. Donc, même chez Orange, alors je ne sais pas s'il y a des personnes chez Orange, mon opérateur téléphonique n'est même pas Orange, donc je ne dis même pas ça pour essayer d'avoir quelques réductions que ce soit, mais il y a une vraie difficulté de mettre un programme anticonformité dans des groupes internationaux en termes de pratique, de langage. Et puis aussi, il faut remarquer que dans certains pays, avant, la pratique commerciale, c'était le bac chiche. Tout simplement. Je ne crois pas que ça ait vraiment disparu d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien un dernier mot de Fabien. Avant de passer aux questions-réponses, je crois qu'elles vont être nourries là, sur ce panel. Alors Fabien, un dernier mot positif. Pour avoir un peu d'optimisme. Vous avez lu De la Terre à la Lune de Jules Verne, je ne sais pas si vous connaissez ça. Il explique une dynamique, une dialectique entre les marchands de canons et les marchands de blindage. Et en disant qu'à chaque fois qu'il y en a un qui invente un canon plus fort, plus perforant, celui d'en face invente un blindage plus résistant. Et finalement, c'est comme ça que le monde avance. Il en est de même sur les embargos. Un embargo n'a jamais fait changer un pays dans le sens de ce que voulait l'auteur de l'embargo. Simplement, des voies se sont mises en place qui permettaient de résister à cet embargo. Et ça a toujours été vrai. Ça sera vrai avec l'Iran, ça sera vrai avec et même les pays qui sont touchés par des embargos très partiels, très limités. Il y a forcément la vie est comme ça. Et donc les banquiers peuvent s'acharner à trouver. Quand je dis les banquiers, je parle surtout des gens de compliance. Ils peuvent s'acharner à trouver une relation imaginée avec la loi américaine pour dire que ça n'est pas conforme. Il n'empêche que la vie est plus forte et la vie économique est plus forte et les embargos n'auront pas le dernier mot. Voilà. Bien sûr, les embargos nourrissent les systèmes mafieux de toute façon. C'est clair et net. Les embargos nourrissent totalement les systèmes mafieux et les personnes qui profitent le plus des embargos, ce sont les systèmes mafieux qui vont pouvoir détourner l'ensemble de ces embargos, que ce soit dans le produit de secteur, des secteurs, des produits par exemple. Et voilà, très clairement, aujourd'hui, ceux qui profitent de plus des embargos, ce sont les systèmes mafieux. Mais comme on a vu en France, je ne sais pas vous rappeler, quand il y avait il y a quelques années, quand les banlieues étaient un peu chaudes, on savait très bien qu'aujourd'hui, qu'à l'époque, les banlieues qui connaissaient le moins de perturbations, c'était là où il y avait le plus d'affaires de drogue, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de problème pour le business. Mais c'est pour ça que justement, il faut laisser travailler correctement les gens qui respectent la compliance et qui ne doivent pas laisser la place au système mafieux. Ok, sur ces bonnes paroles, le sujet est complexe et très, très difficile. Je propose qu'on ait un petit échange, on a un petit peu de temps, 5-10 minutes, d'échange questions-réponses avec la salle. Qui veut se lancer le premier? Mais une PME, alors bon, en attendant que vous... ça y est, une question alors. Attention, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît? Jean-Pierre Lemiel, moi je suis CCE Paris, oui. Oui. Qu'est-ce que devient le système Instex dans le cadre de l'Iran, là, Ah oui, le mécanisme... Le mécanisme qui a été mis en place, que devait qui est censé mettre... avoir été mis en place, est-ce que ça fonctionne? Non, toujours pas. Oui, à ma connaissance, il existe sur le papier, mais il est gelé. Il n'a pas trouvé d'opérateur pour en assurer le fonctionnement. Donc pour le moment, il est bloqué. Maintenant, il y a des déviations autres qui se sont mises en place, à travers en particulier la Turquie. Je suis membre de l'OSCI, nous avons une base en Turquie et nous avons été informés par notre partenaire, notre délégué pays de Turquie, qu'il y avait de nombreuses entreprises turques qui faisaient le nécessaire s'il y avait besoin de trouver des voies pour les fournitures européennes. Les fournitures européennes qui ne sont pas sous embargo, donc ce n'est pas une violation, mais aucune banque... Alors, je vais dire une chose en faveur quand même des banquiers. Je ne crois pas que pour être président d'une banque, on ait demandé comme première caractéristique le courage.
Je crois qu'on a demandé comme première caractéristique la prudence, la bonne gestion, etc. Bon. Et effectivement, aujourd'hui, c'est s'exposer à des sanctions totalement inventées que de prendre certains risques, même si la base est complètement légale. Donc je pense que c'est ça la raison. Les banquiers sont pris en otage par un système. Les Américains ont fait en sorte de faire la police par la voie des banques pour imposer le respect de la loi américaine à beaucoup de pays. Et donc, quelque part, je plains les banques qui ont ce rôle à leur détriment et contre leur gré, d'être devenus les policiers imposant la loi américaine et notamment les embargos dans beaucoup de pays. D'accord. Une autre question, là, s'il vous plaît. Voilà. Ah, pardon. Oui. Vimal Khosla, je suis conseiller et formateur auprès des sociétés qui travaillent avec l'Inde et l'Afrique. Ma question, c'est plutôt pour le premier table ronde. On a toujours dit que Brexit voulait dire que les Britanniques voulaient sortir. Mais maintenant, la donne a changé avec le remplacement de Theresa May. Boris Johnson a déjà dit. Mais quelle est votre question, monsieur? Peut-être qu'ils vont rester en Europe. C'est pas trop notre, c'est pas notre sujet là. C'est Hein. pour le premier. Ils sont, non, là on est sur le panel conformité. Allez, hop, monsieur là que j'avais vu. Ensuite. Désolé, hein, mais. Oui. Alors moi j'ai deux questions. Je me présente, je suis Cheikh Keïta, je suis président de OBA. OBA c'est Open Business Africa et la deuxième société c'est Bridge of Innovation sur l'accompagnement des startups en Afrique. La première question est la suivante. Nous vivons aujourd'hui une expérience très variée sur notre relation avec les États-Unis. Et cette donne est quand même très très encombrée par les décisions américaines, avec tout ce qu'on a vu comme sanctions et autres. Comment il faut s'en sortir? Comment il faut faire pour que nos sociétés finissent de ne pas être rattrapées au vol, tuées au vol? Ça c'est la première question. Qu'est-ce qu'il faut faire? La deuxième question, c'est celui de l'Afrique. L'Afrique est un continent qui émerge et qui a beaucoup changé. Les règles ont changé. Et au niveau des opportunités de marché, c'est toujours grand fort. Mais la France, nous sommes un pays qui présente toujours les grandes entreprises pour aller en Afrique. Alors que finalement, il faut présenter les PME, les petites entreprises et les PME, qui représentent quand même une force de frappe pour notre pays. Comment il faut faire pour avancer? Alors moi je pense qu'il faut quand même qu'on essaie de voir. On a peu de temps, monsieur. Je suis désolé, je vous coupe. Donc vous avez deux questions. Alors la première question, c'est comment faire? Et notamment quand on est une PME. Allez-y. Quelque chose de super simple, respecter la règle, tout simplement. Oui, mais alors quand vous ne pouvez pas vous payer un service juridique, des conseillers de haut vol, etc. Mais justement, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la compliance, ça a un coût. Enfin, à un moment, je ne pense pas que ça fasse plaisir ni aux banques ni aux entreprises d'avoir une équipe de compliance officer, de dépenser des milliers et des milliers d'euros en compliance officer, mais à partir du moment où c'est la règle, vous ne pouvez pas dire « j'ai pas l'argent ». Ça n'est pas possible, il faut s'adapter à la règle, il faut trouver une façon de s'adapter à la règle. Regardez, mardi dernier a eu la première commission des sanctions de l'AFA. C'est Sonepar. Alors tout le monde s'est un peu dit, Sonepar, personne ne le savait, à part dans les milieux initiés je pense, mais personne ne savait que c'était Sonepar. Sonepar n'a pas un rayonnement international, donc faible possibilité de corruption, n'a pas d'enjeu public, il répond très rapidement à des appels d'offres, donc encore moins de corruption. Et pourtant, regardez, c'est une société française qui n'est pas portée vers l'international, qui ne répond pas au marché public, qui sont les deux plus gros axes, on va dire, qui favorisent la corruption. Et bien pourtant, c'est la première société en France à être passée sur le coup de la comité de sanctions, qui est le tribunal de l'AFA, pour faire simple. Voilà. Et on leur a dit, vous avez fait quoi pour vous mettre en conformité? Et parmi les griefs posés par l'AFA, il y en avait 3, dont un qui était la fameuse cartographie des risques qui n'avait pas été poussée selon l'AFA. Les analyses, vous en avez parlé monsieur tout à l'heure, des analyses des tiers, des contreparties qui n'ont pas été poussées. Et enfin, le programme de formation. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Sonepar avait déjà engagé des dizaines et des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros dans sa politique anticorruption,
Et là, uniquement le fait d'être interrogé par l'AFA, l'Agence française anticorruption, ça leur a coûté 8000 heures de travail et près d'1 million d'euros en frais d'avocat. Donc à un moment, le comment on fait pour ne pas être embêté, il est simple. C'est soit on décide de se mettre en conformité, et c'est un coût, autant transformer ce qu'on a avantage, soit on ne rentre pas sur un marché. Alors, en l'occurrence, depuis la loi Sapin 2, il y a des choses de base, hein, Alexandre, je crois. Il y a des choses de base, un code de conduite, désigner un responsable Oui, en interne. mais en l'occurrence, là, la question de monsieur, c'est donc plus une question qui concerne des échanges États-Unis-Afrique. Donc, je rejoindrai ce qui vient d'être dit. La meilleure solution, c'est la prévention. Donc, une fois qu'on a dit ça, on ne vous a pas beaucoup aidé. Mais ça coûtera de toute façon moins cher financièrement, si c'est un problème d'argent, de faire de la prévention que de faire du curatif. Le curatif, c'est forcément beaucoup plus cher. Et la prévention, ça vous permet peut-être aussi de bien anticiper, de bien intégrer que vous êtes dans une espèce de commerce un peu régulé par des sanctions, bornées de toutes parts, et dans lequel, généralement, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais la concurrence est un peu moins rude. Mais l'accès au marché, de par l'aspect réglementaire, est plus complexe. Oui. Attendez 2 secondes. Fabien. Oui, j'ai une réponse un peu différente, alors je vous la donne tout de suite avant que vous réagissiez. Pour une PME, la mise en compliance, c'est pas forcément très compliqué parce qu'elle connaît bien ses opérations. C'est facile d'avoir une vision centralisée. Dans une grande entreprise, c'est très divers. Il y a des choses qui échappent au contrôle central. Dans une PME, non, tout se sait. Donc c'est relativement facile. La question est donc beaucoup plus de savoir quelles sont les forces d'une PME. Il faut inverser les facteurs, j'allais dire. Quelles sont les forces d'une PME qui lui permet d'être à coup sûr dans les bonnes. Et donc ça, c'est de bien apprécier le service qu'elle rend à son client. En d'autres termes, si vous rendez à votre client un service qu'il ne peut trouver qualitativement nulle part ailleurs, vous n'allez pas être obligé de chercher la voie de la corruption pour le convaincre. Il aura son intérêt dans le marché lui-même. De la même façon, vous prenez la mesure des menaces qui pèsent sur votre type d'activité. Nous travaillons à Cuba, nous savons que les menaces sont américaines. À partir de là, nous avons refusé de faire des marchés qu'on nous proposait des États-Unis pour justement ne pas risquer de nous trouver impliqués sur le territoire américain par une activité qui pourrait être prise en otage. C'est pas totalement nouveau, ça, je l'ai connu. J'ai connu ça dans les années 70 avec les remorques Nicolas, quand 2 Américains se sont battus comme deux cow-boys. Lui s'est retrouvé au milieu, il avait fait un accord de licence pour l'une, c'était des plateformes qui pouvaient s'ajuster pour faire partir des fusées sur des bases de fusées, et donc il avait licencié un Américain. L'autre est venu le voir en lui disant: vous êtes le meilleur du monde, je veux que vous m'étudiez quelque chose, je vous mets 250 000 $, sur votre bureau pour m'étudier ça, et il a dit: non, je peux pas, j'ai déjà un accord. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas sur c'est sur les systèmes de freinage, vous n'êtes pas engagé sur les systèmes de freinage, etc. Donc pour avoir les 250 000 $, il a signé le contrat, il a mis ça à son bureau d'études qui n'avait pas trop grand chose à faire à ce moment-là. Le bureau d'études a eu 3 jours de retard sur les 30 jours qui lui étaient donnés pour livrer le compte-rendu, enfin la réponse. Il a été assigné devant un tribunal américain qui a commencé par geler ses avoirs aux États-Unis. Et les avoirs, c'était justement les pièces qu'il livrait à son licencié local. Et donc il s'est retrouvé comme dans une rue de Far West avec deux cow-boys qui se tiraient dessus en réalité, et lui il était au milieu. Donc il faut savoir ne pas se mettre dans certaines situations, comme travailler avec les Américains lorsque on fait des choses qui sont soumises à un embargo américain. Et il n'y a pas d'embargo français, il n'y a pas d'embargo européen à l'égard de ces territoires, etc. Et je vous dis, c'est la qualité de l'apport des produits, et donc il faut trier dans ces produits quels sont les bons produits, quels sont les bons projets. Il ne faut pas chercher à vendre un projet parce qu'il est davantage rentable et qu'il n'est peut-être pas très intéressant pour le client.
hein, et donc on prévoit dans la marge une part de rémunération directe ou indirecte par le client. C'est pas ça, il faut écarter ça, il faut garder le cœur de business, ce pourquoi vous êtes vraiment utile. Et nous, à Cuba, quand on a remplacé, aujourd'hui c'est notre sauvegarde, quand on a remplacé Alstom, parce que General Electric rachetant Alstom, la centrale électrique faite par Alstom à Cuba dans les années 80 tombait évidemment sous le coup de l'embargo et ne pouvait pas, enfin pas la centrale tombait sous le coup de l'embargo, mais l'activité, les contrats d'Alstom tombaient. On a même été obligé de faire intervenir les ministres, Montebourg puis Emmanuel Macron, pour obliger Alstom à ne pas fermer du jour au lendemain les contrats qui étaient en cours d'exécution, ce qui est juridiquement intenable, hein. Et on a pu négocier avec Alstom une sortie propre d'Alstom de ses engagements à Cuba, en ayant, nous, des licences de fabrication d'un certain nombre de pièces qui étaient nécessaires à la maintenance de la centrale, hein. Et donc, on a trouvé des solutions qui étaient propres et convenables. Bon, après, les Américains ont donné des licences à General Electric pour qu'elle puisse... pour contourner l'embargo. Voilà. Bon, malheureusement, le temps a tourné, c'est la pause. On en a tous besoin, je pense. Vous pouvez continuer à discuter avec les intervenants. Je vous invite à prendre un petit café, 10-15 minutes de pause, maxi.